Il y a 500 000 ans, le prince planétaire apporte la première civilisation terrestre. Dans les mondes évolutionnaires habités, le prince planétaire arrive sur une planète au moment où l'être humain apparaît sur cette planète. Sur notre planète, le prince planétaire est arrivé 500 000 ans plus tard. Notre planète comptait un demi-milliard d'êtres humains et les 7 races de couleurs. Quand il y a lieu d'affecter un chef à une planète donnée, les porteurs de vie réclament un chef administratif pour un monde où ils ont établi la vie et développé des êtres évolutionnaires et intelligents. Toutes les planètes habitées par des créatures mortelles évolutionnaires se voient affecter un chef planétaire. Dans Nébadon, tous les princes planétaires sont placés sous la juridiction administrative de Gabriel, chef exécutif de Michael. Bien qu'en ce qui concerne l'autorité immédiate, ils soient soumis aux ordres exécutifs des souverains de système, les princes planétaires peuvent à tout moment demander conseil aux Melchizedek, leurs anciens instructeurs et parrains. Le prince planétaire d'Urantia se nomme Caligastia. Le prince planétaire ne fut pas envoyé seul pour accomplir sa mission. Il était accompagné de Daligastia, son adjointe associée, de son état-major planétaire et d'une foule d'autres êtres célestes pour faire progresser les intérêts et promouvoir le bien-être de l'espèce humaine. Le groupe le plus intéressant est celui des membres corporels de l'état-major, ce que l'on appelle parfois les 100 de Caligastia. Ils furent choisis parmi 785 000 citoyens ascendants de Jérusalem qui se portèrent volontaires pour se lancer dans l'aventure d'Urantia. Ces volontaires de Jérusalem furent directement amenés de la capitale du système sur Urantia par transport séraphique. Après leur arrivée, ils furent maintenus en séraphiné jusqu'à ce qu'on ait pu leur procurer un véritable corps physique, formé de chair et de sang, mais également en résonance avec les circuits de vie du système. Peu de temps avant leur arrivée, les 2 porteurs de vie superviseurs, qui résidaient sur Urantia, demandèrent à Jérusalem et à Edentia la permission de transplanter le plasma vital de 100 survivants, sélectionnés de la race d'Andon et Fonta, dans les corps matériels prévus pour les membres corporels de l'état-major du prince. La requête fut approuvée. En conséquence, les porteurs de vie choisirent dans la postérité d'Andon et Fonta 50 hommes et 50 femmes. Ces Andonites, qui contribuèrent à faire progresser la race, étaient étrangers les uns des autres. Partant d'endroits très éloignés, ils furent rassemblés au seuil du quartier général du prince. Grâce aux directives des ajusteurs de pensée, coordonnées avec les gouverneurs séraphiques, ce matériau vivant fut ensuite transféré dans le corps matériel construit à l'usage des 100 membres jérusalémistes. Ces opérations, ainsi que la création effective de corps spéciaux pour les 100 de Caligastia, donnèrent naissance à de nombreuses légendes, dont beaucoup furent ultérieurement confondues avec des traditions plus récentes touchant l'installation planétaire d'Adam et Ève. L'opération de repersonnalisation tout entière, depuis l'arrivée des transports séraphiques amenant les 100 volontaires de Jérusalem, jusqu'au moment où ils reprirent conscience comme êtres ternaires du royaume, dura 10 jours. Le quartier général du prince était situé dans la région du golfe Persique d'alors, région correspondant à la Mésopotamie d'aujourd'hui. Le climat et le paysage mésopotamien de ces temps-là étaient favorables au développement de la culture et de la civilisation. La tâche essentielle de ces âges-là était de transformer ces chasseurs en bergers, avec l'espoir qu'ils évolueraient plus tard en agriculteurs sédentaires et pacifiques. Le noyau de l'établissement du prince planétaire était une cité très simple mais très belle, enclose dans une muraille de 12 mètres de haut. Ce centre fut nommé Dalamatia en l'honneur de Daligastia. Le plan de la cité comportait 10 subdivisions, avec les bâtiments des quartiers généraux des 10 conseils de l'état-major corporel, situés au centre de chacune de ces subdivisions. Au milieu de la ville s'élevait le temple du Père Invisible. Le quartier général administratif du prince et de ses associés était réparti en 12 salles groupées à proximité immédiate du temple. Les bâtiments étaient tous à un étage, à l'exception des quartiers des conseils qui avaient 2 étages, et du temple central qui comportait 3 étages. La cité était bâtie avec le meilleur matériau de ces temps primitifs, la brique. On avait employé très peu de pierre et de bois. La construction des maisons et l'architecture des villages furent beaucoup améliorées chez les peuplades avoisinantes par l'exemple de Dalamatia. Près des quartiers généraux du prince vivaient des êtres humains de toutes couleurs et de tout niveau. C'est parmi ces tribus voisines que furent recrutés les premiers élèves des écoles du prince par son état-major, que l'on appellera les 100 de Caligastia. Bien que ces premières écoles de Dalamatia aient été rudimentaires, elles apportaient tout ce qui pouvait être fait pour les hommes et les femmes de cet âge primitif. Après avoir formé et inspiré ces élèves,
Les éducateurs les renvoyaient chez eux enseigner et guider leurs groupes ethniques respectifs. L'arrivée de l'état-major du prince créa une profonde impression. Il fallut presque 1000 ans pour que la nouvelle parvint au loin, mais les tribus voisines du quartier général furent profondément influencées par les enseignements et la conduite des 100 de Caligastia. Une grande partie de notre mythologie provient des légendes altérées de ces temps anciens, où leurs membres furent repersonnalisés sur Urantia en tant que surhommes. L'obstacle sérieux de la bonne influence de tels maîtres extraplanétaires est la tendance des mortels à les considérer comme des dieux. À part la technique de leur apparition sur Terre, les 100 de Caligastia n'eurent recours ni à des méthodes surnaturelles, ni à des manipulations supra-humaines. Ils étaient corporels et relativement humains, car ils avaient incorporé le véritable plasma vivant de la race andonite. Ils étaient divisés par moitié quant au sexe et répartis selon leur statut mortel antérieur. Conformément à leurs instructions, les membres de l'état-major ne s'engagèrent pas dans la reproduction sexuelle, mais ils étudièrent minutieusement leur constitution personnelle, et explorèrent toutes les phases imaginables de liaison intellectuelle, du mental, émotionnel, de l'âme. C'est au cours de la 33e année de leur séjour à Dalamatia, que le numéro 2 et le numéro 7 du groupe d'Anit découvrirent par hasard, un phénomène accompagnant la liaison de leur moi morontiel, censément non sexuel et non matériel. Ces créatures de type médian furent très utiles pour exécuter les opérations du quartier général du monde. Elles étaient invisibles aux êtres humains, mais l'existence de ces semi-esprits invisibles fut enseignée aux premiers habitants de Dalamatia, et, pendant des siècles, ils constituèrent la totalité du monde des esprits pour ces mortels en évolution. Les 100 de Caligastia étaient personnellement immortels ou impérissables. Les compléments antidotes des circuits du système circulaient dans leur forme matérielle. Sous l'autorité du prince planétaire, tous les membres de l'état-major corporel entreprirent de créer des êtres similaires, et tous y réussirent en suivant les instructions du couple de pionniers. C'est ainsi que l'état-major du prince amena en fin de compte à l'existence le corps originel de 50 000 médians primaires. Ces compléments antidotes des courants de vie de Satania provenaient du fruit de l'arbre de vie, un arbuste d'Edentia envoyé sur Urantia par les Très-Hauts de Norlaciadec au moment de l'arrivée de Caligastia. À l'époque de Dalamatia, cet arbre poussait dans la cour centrale du temple du Père Invisible. Et c'était le fruit de cet arbre de vie qui permettait aux êtres matériels de l'état-major du prince de vivre indéfiniment tant qu'ils y avaient accès. Autrement, ces êtres matériels auraient été mortels. Sans avoir de valeur pour les races évolutionnaires, cette super nourriture suffisait parfaitement pour conférer une vie continue, au sang de Caligastia ainsi qu'au sang andonite modifié, qui leur était associé. Il convient d'expliquer à cet égard qu'au moment où les sangs andonites contribuèrent par la fraction de leur plasma germinatif humain à la matérialisation des membres de l'état-major du prince, les porteurs de vie introduisirent dans les corps mortels de ces andonites le complément des circuits du système. Cela leur permettait de continuer de vivre concurremment à l'état-major, siècle après siècle, en défiant la mort physique. Les sangs andonites furent finalement informés de leur contribution aux nouvelles formes de leurs supérieurs, et ces mêmes enfants des tribus d'Andon furent maintenus au quartier général, à titre d'assistants personnels des membres corporels de l'état-major du prince. L'organisation des sangs. Les sangs étaient organisés pour le service en 10 conseils autonomes de 10 membres chacun. Ces 10 groupes étaient constitués comme suit. Le conseil de l'alimentation et du bien-être matériel. Ce groupe était présidé par Anne l'alimentation, la distribution de l'eau, l'habillement et le progrès matériel de l'espèce humaine, tout cela était stimulé par ce corps d'experts. Ils enseignèrent le creusement des puits, le captage des sources et l'irrigation. Ils apprirent aux gens venus des hautes altitudes et des régions nordiques à améliorer leurs méthodes pour traiter les peaux destinées à servir de vêtements. Les professeurs d'art et de sciences introduisirent plus tard le tissage. Les méthodes de conservation de la nourriture firent de grands progrès. Les aliments furent conservés par cuisson, séchage et fumage, devenant ainsi la première forme de la propriété. Les hommes apprirent à se prémunir contre les famines qui décimaient périodiquement le monde. Le conseil de la domestication et de l'utilisation des animaux. Ce conseil avait pour tâche de choisir et d'élever les animaux les plus adaptés pour aider les êtres humains à porter des fardeaux et à se faire transporter. Pour fournir de la nourriture et plus tard pour servir à cultiver le sol. Ce corps expert était dirigé par Bon. Les hommes apprirent à employer les bœufs pour porter des fardeaux, mais le cheval ne fut domestiqué qu'à une date ultérieure. Les membres de ce corps furent les premiers à enseigner aux hommes l'usage de la roue pour faciliter la traction.
Ce fut à cette époque que les pigeons voyageurs furent employés pour les longs voyages et servirent à envoyer des messages ou à demander de l'aide. Le groupe de bons réussit à dresser les grands fendors comme oiseaux transporteurs de passagers, mais leur race s'éteignit il y a plus de 30 000 ans. Les consultants chargés de triompher des bêtes de proie. Il n'était pas suffisant que l'homme primitif essaie de domestiquer certains animaux. Il fallait encore qu'ils apprennent à se protéger de la destruction par le reste du monde animal hostile. Le groupe instructeur correspondant était commandé par Dan. Les murailles des anciennes cités avaient pour objet aussi bien de protéger contre les bêtes féroces, que d'empêcher les attaques par des êtres humains hostiles. Ceux qui vivaient hors des murs et dans les forêts devaient compter sur des habitats arboricoles, des huttes de pierre et des feux entretenus toute la nuit. C'est pourquoi il était tout à fait normal que ces éducateurs consacrent beaucoup de temps à instruire leurs élèves en matière d'amélioration de l'habitat humain. Grâce à l'emploi de meilleures techniques et de pièges, de grands progrès furent accomplis dans la soumission du monde animal. Le collège chargé de propager et conserver la connaissance. Ce groupe organisa et dirigea les efforts purement éducatifs de ces âges primitifs. Il était présidé par Fad. Les procédés éducatifs de Fad consistaient à superviser les emplois tout en enseignant des méthodes de travail améliorées. Fad formula le premier alphabet et introduisit un système d'écriture. Son alphabet comprenait 25 caractères. Ces pierres recouvertes de signes alphabétiques ont été découvertes en 1934 par la famille Flandrin, lors du labour d'un de leurs champs agricoles. Avec des statuettes, des vases, et bien d'autres objets. Et si cet alphabet mystérieux provenait des enseignements de Fad? Ces peuples primitifs écrivaient sur des écorces d'arbres, des tablettes d'argile, des plaques de pierre, un genre de parchemin fait de peau martelée, et une sorte de papier rudimentaire tiré des nids de guêpes. La bibliothèque de Dalmatia fut détruite peu après, lors de la révolte de Caligastia. Cette bibliothèque contenait plus de 2 millions de manuscrits séparés. On l'appelait la maison de Fad. Les hommes bleus avaient une prédilection marquée pour l'écriture alphabétique. Ce sont eux qui firent les plus grands progrès dans cette direction. Les hommes rouges préféraient l'écriture picturale, tandis que les races jaunes s'orientèrent vers l'emploi de symboles pour les mots et les idées, très semblables à ce qu'elles emploient actuellement. Mais l'alphabet et bien d'autres choses importantes furent ensuite perdues pour le monde pendant les désordres qui accompagnèrent la rébellion. L'apostasie de Caligastia détruisit l'espoir d'un langage universel, au moins pour des âges innombrables. La Commission de l'Industrie et du Commerce. Ce conseil était chargé de développer l'industrie parmi les tribus et de promouvoir le commerce entre les divers groupes pacifiques. Son chef était Nod. Toutes les formes de manufacture primitive furent encouragées par les membres de ce corps. Ils contribuèrent directement à élever le niveau de vie en fournissant de nombreuses marchandises nouvelles destinées à frapper l'imagination des hommes primitifs. Ils étendirent énormément le commerce du sel, amélioré par le Conseil des sciences et des arts. C'est parmi les groupes éclairés instruits dans les écoles de Dalmatia que fut pratiqué le premier crédit commercial. Une bourse centrale de crédit fournissait des jetons symboliques qui étaient acceptés, au lieu des objets réels de troc. Le monde n'améliora ses méthodes que des centaines de milliers d'années plus tard. Le collège de la religion révélée. Ce corps fut lent à fonctionner. La civilisation d'Urantia fut littéralement forgée entre l'enclume de la nécessité et les marteaux de la peur. Ce groupe avait cependant fait des progrès considérables dans sa tentative pour substituer la crainte du créateur à la peur de la créature, culture des fantômes. Le président de ce conseil s'appelait Ap. Ap offrit aux races primitives une loi morale. Ce code s'appelait la voie du Père et consistait dans les 7 commandements suivants. 1. Tu ne craindras ni ne serviras aucun Dieu, sauf le Père de tous. 2. Tu ne désobéiras pas au Fils du Père, le souverain du monde, et tu ne manqueras pas de respect envers ses associés supra-humains. 3. Tu ne mentiras pas quand tu seras appelé devant les juges du peuple. 4. Tu ne tueras ni homme, ni femme, ni enfant. 5. Tu ne déroberas ni les biens ni le bétail de ton voisin. 6. Tu ne toucheras pas à la femme de ton ami. 7. Tu ne feras pas montre d'irrévérence envers tes parents ni envers les anciens de la tribu, les gardiens de la santé et de la vie. Ce conseil s'occupa d'introduire un système sanitaire et d'encourager une hygiène primitive. Il était dirigé par lui. Ils apprirent à l'humanité que cuire, rôtir et faire bouillir étaient les moyens d'éviter les maladies. Ils enseignèrent également que la cuisson des aliments diminuait grandement la mortalité infantile et facilitait le sevrage précoce.
Bon nombre des premiers enseignements donnés par les gardiens de la santé du groupe de Lu furent conservés par les tribus terrestres jusqu'à l'époque de Moïse, bien que très dénaturés et profondément modifiés. Il fallut des milliers d'années pour les persuader de brûler les détritus. Entre-temps, on les pressa vivement d'enterrer leurs immondices en putréfaction. Il fut vraiment très difficile de persuader les hommes de laver leur corps pour leur santé. Finalement, Lu incita les éducateurs religieux à inclure les ablutions dans les cérémonies purificatrices qui devaient être accomplies une fois par semaine en liaison avec les dévotions de midi concernant le culte du Père de tous, le Conseil planétaire des arts et des sciences. Ce corps contribua beaucoup à améliorer les techniques industrielles des hommes primitifs et à élever leur concept de la beauté. Son chef s'appelait Mec. Les arts et les sciences étaient à un niveau très bas dans le monde entier, mais les rudiments de la physique et de la chimie furent enseignés aux Dalmatiens, la poterie, les arts décoratifs améliorés, et les idéaux de la beauté humaine bien rehaussés. Mais la musique ne fit guère de progrès avant l'arrivée de la race violette. Malgré les incitations réitérées de leurs éducateurs, ces hommes primitifs ne consentirent pas à faire des expériences sur l'énergie de la vapeur. Ils ne purent jamais surmonter leur grande peur du pouvoir explosif de la vapeur en vase clos. Toutefois, ils se laissèrent finalement persuader de travailler les métaux au feu, bien qu'un morceau de métal chauffé au rouge fût pour l'homme primitif un objet de terreur. Mec contribua beaucoup à élever la culture des Andonites et à améliorer les arts des hommes bleus. Un croisement des hommes bleus avec la souche Andonite produisit des hommes très doués artistiquement, et beaucoup d'entre eux devinrent des sculpteurs. Ils ne travaillèrent ni la pierre ni le marbre, mais leurs œuvres d'argile, durcies par cuisson, ornaient les jardins de Dalmatia. Les gouvernements des relations tribales supérieures. C'était le groupe chargé d'élever la société humaine au niveau d'un État. Son chef était Tu. Ses dirigeants contribuèrent beaucoup à provoquer des mariages entre membres de tribus différentes. Ils encouragèrent les humains à se faire la cour et à se marier après mûre réflexion et amples occasions de faire connaissance. Les danses purement guerrières furent raffinées et mises au service de fins sociales précieuses. De nombreux jeux d'émulation furent introduits, mais les anciens peuples étaient austères. Le sens de l'humour ne fleurissait guère dans ces tribus primitives. Tu et ses associés travaillèrent à promouvoir des associations collectives de nature pacifique, à réglementer et humaniser la guerre, à coordonner les relations entre tribus et à améliorer les gouvernements tribaux. La Cour suprême de coordination tribale et de coopération raciale. Ce Conseil suprême était dirigé par Van et servait de cour d'appel pour les 9 autres commissions spéciales chargées de superviser les affaires humaines. Ce conseil avait un vaste champ d'action, car il était chargé de toutes les affaires terrestres ne ressortissant pas spécifiquement des autres groupes. Ce corps choisi avait reçu des dentia l'approbation de la constellation, avant d'être autorisé à remplir les fonctions de Cour suprême d'Urantia. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le règne et la chute du prince planétaire.